Alors, le Master Jmin. Bon, on l'a déjà dit, 2004, accrédité. Donc, c'est un master qui est accrédité par 2 universités, donc le CNAM et l'Université de Poitiers. À l'époque, à sa création, il y avait aussi l'Université de La Rochelle, mais qui est sortie en 2018, si ma mémoire est bonne. C'est donc un master qui dure 2 ans, comme la plupart des masters, et qui se situe à Angoulême. Donc, tous les cours sont ici. C'est un master en formation initiale, donc vous devez venir ici, il n'y a pas d'apprentissage, et ça se finit par un stage de minimum 4 mois, maximum 6 mois, au dernier semestre. Il y a plusieurs programmes de double diplomation, voilà, donc vous pourrez voir un peu ça en détail. Il y a donc 6 parcours, conception sonore, conception visuelle, ergonomie UX, UI, management de projet et game design. UX, c'est User Experience, c'est donc l'expérience utilisateur. Conception sonore, donc l'idée c'est ceux qui font à la fois la musique mais aussi les bruitages des jeux qui sont très importants, notamment au niveau des retours. Quand vous faites un truc, il y a souvent un bruit qui dit si vous avez échoué ou réussi votre action. Dans un jeu vidéo, c'est très important. Les musiques sont aussi importantes, hein, comme dans les films. Hein. Si je vous montre une personne en train de faire la vaisselle dans une cuisine et que c'est une musique douce, vous vous dites c'est un film romantique, il ne va rien se passer. Et si au contraire je vous mets une musique un peu stressante, vous dites c'est un film d'horreur, il y a un mec qui va surgir avec un couteau. Donc on se rend bien compte que pour une même scène exactement filmée de la même façon, ou presque, la musique va vous changer complètement l'interprétation que vous allez avoir. La difficulté dans un jeu vidéo, c'est que dans le jeu vidéo, la personne qui fait la vaisselle, c'est le joueur, et en fait il n'est pas obligé de faire la vaisselle, il peut faire autre chose, et en fait il fait n'importe quoi, pas ce que vous aviez prévu. Et donc c'est très compliqué d'arriver à mettre la musique au bon moment pour coller à ce que vous pensez que le joueur est en train de faire, ou la joueuse. Donc c'est pas évident. Métier visé, responsable son ou concepteur sonore. Les profils en entrée, c'est souvent ingénieur du son, ingénieur audio numérique ou alors compositeur, tout ce qui est musique. Conception visuelle. Là, l'idée, c'est de réaliser tous les éléments graphiques des jeux, que ce soit en 2D ou en 3D. Les éléments statiques, mais aussi les éléments animés, donc faire les animations, etc. Les profils d'entrée sont plutôt des gens qui viennent de profils artistiques. C'est assez varié. Il faut quand même avoir un bon portfolio. C'est-à-dire avoir l'habitude de dessiner. En gros, un des points de repère assez classiques, c'est que si vous n'avez pas sur vous, là, maintenant, un carnet avec des dessins dedans que vous faites tous les jours, vous êtes déjà mal parti, quoi. Je ne sais pas pour vous mettre la pression, mais la plupart des artistes, ils dessinent tous les jours. N'importe quoi, pas forcément de manière longue et désespérée, mais tous les jours, ils dessinent un truc, quoi. Parce que votre coup de crayon, c'est un truc qu'il faut entraîner, c'est pas instinctif, ça vient pas tout seul. Et donc du coup, vous avez quelqu'un dans le bus ou n'importe où, vous voyez quelqu'un ou dans le train en venant ce matin, vous voyez quelqu'un de marrant ou un truc qui vous plaît, faites un croquis. Ok. Faut aimer copier les styles des autres. Ah non, c'est moche de copier. En fait, non, en copiant les styles des autres, vous allez apprendre leurs techniques et vous allez être capable, du coup, quand vous maîtriserez plusieurs techniques, d'en créer une à vous. Ok, donc c'est bien. N'hésitez pas à copier des styles de temps en temps. Okay, je dis ça, je suis pas graphiste. Hein. Ça se trouve, ils vont me sauter dessus et me dire ah, t'as dit n'importe quoi, Axel. Mais bon, je connais quand même pas mal de graphistes. Et puis après, développer votre imaginaire, créer vos mondes, ça c'est important. Avoir des styles graphiques différents. Il faut bien voir que c'est quand même un métier de production, le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il y a des artistes, certes, mais on leur demande de produire quand même d'abord. Donc du coup, pareil, il faut un peu commencer à utiliser des outils techniques. En plus, c'est un master. Alors dans la licence, c'est un peu moins vrai, mais dans le master, vous êtes censé connaître des outils déjà. Hein. En master, on est censé pas faire la technique, quoi. La technique, vous êtes censé l'avoir apprise avant. Donc du coup, si vous voulez rentrer en master en conception visuelle, c'est bien d'avoir déjà tripoté un logiciel 3D, quoi. Il y en a des gratuits comme Blender qui sont très bien. Donc faites des assets, faites une ou deux animations, voilà. Ok. Les métiers visés, alors directeur, directrice artistique, c'est pas tout de suite en sortant quand même. Hein, graphiste, modeleur, textureur, donc bon voilà, animateur, les grands métiers. Ergonomie UX, c'est des gens qui viennent de sciences cognitives ou de psychologie en général, donc ils s'intéressent à ce qui se passe dans la tête des gens. Donc en gros, quand on joue, qu'est-ce qui se passe dans la tête du joueur ou de la joueuse? C'est ça qui est important pour eux. C'est super important parce que pour qu'un jeu marche, il faut que vous sachiez quoi faire. Pour que vous sachiez quoi faire, il faut que le jeu vous le dise. Mais il ne faut pas qu'il vous le dise trop ouvertement. S'il vous dit tout le temps quoi faire, vous allez trouver ça pénible.
il faut qu'il vous le suggère de manière assez subtile. Donc on est dans la manipulation du cerveau humain. Je vais être assez cru. Et donc du coup, c'est pas un hasard s'il y a des psychologues dans ces métiers, puisqu'en fait, on cherche à manipuler le cerveau. Quand vous voyez les jeunes et les moins jeunes, je ne vise personne, qui jouent aux jeux vidéo pendant peut-être 60 heures, qui sont complètement accrochés à leur jeu. Bon, ils font des petites pauses pour manger et dormir de temps en temps, mais ce que je n'encourage pas, bien sûr. Mais c'est que quand même, il y a des gens derrière qui ont réussi à penser suffisamment bien leur système interactif pour que la personne soit accrochée, quoi. Et ça, c'est pas un hasard, hein. Les gens ont l'impression comme ça que c'est une espèce de recette magique. On s'est levé le matin et on a une super idée. Pas du tout. C'est de la science, vraiment pure et dure. Il y en a même de la science qui dérive, on appelle ça les dark patterns, c'est-à-dire des patterns dans les jeux qui vont vous retenir malgré vous, comme dans les accros aux jeux. Vous savez, les casinos, il y a des gens, il y a une addiction aux jeux. C'est le même genre de pattern qu'on va utiliser dans le jeu vidéo. Voilà. Donc ça, c'est très étudié et c'est très important. Donc évidemment, comme tous les outils, ça peut être utilisé à mauvais usage ou à bon usage. On invite nos étudiants, nous, et on leur apprend à essayer de l'utiliser pour un bon usage. Donc les métiers visés, c'est tout ce qui est ergonomie et interface des jeux, et puis tout ce qui est responsable de validation et tests. Les tests, c'est très important. Le jeu vidéo est un domaine dans lequel on produit vite pour tester vite. Comme personne ne peut savoir si le jeu vidéo va être bon ou pas, on essaye très vite d'avoir un truc à tester pour que le public nous dise si c'est bon ou pas. Okay ? Donc on produit vite pour tester vite. Donc on fait tout le temps des tests. Donc ce métier est très important parce qu'il permet de diriger ces tests et de voir un peu qu'est-ce qu'on change dans notre jeu, qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. Je voulais dire un truc, mais ça m'est sorti de la tête, tant pis. Game design. Donc ce sont les gens qui pensent les mécaniques du jeu. Parfois, ce sont des gens qui s'intéressent aussi à l'histoire et au dialogue, mais pas toujours. On appelle ça narrative designer. C'est pas la spécialité de l'école. On a aussi ceux qui font les niveaux, qui agencent les niveaux. C'est eux qui gèrent aussi la difficulté dans le jeu. Qu'est-ce qui va faire qu'un jeu va être plus ou moins difficile? Comment je vais changer la difficulté du jeu? Voilà. Ils viennent. Alors le profil de game design, c'est assez varié puisqu'il y a peu d'études spécialisées dans le domaine avant. Donc ils viennent de choses. C'est vraiment l'aspect où on a les profils les plus variés, quoi. Programmation. En général, c'est des profils informatiques. On ne va pas vous apprendre à programmer, hein, donc il faut déjà que vous sachiez programmer en rentrant. Si possible, un langage comme le C++, c'est pas mal. Les métiers visés, c'est bien sûr des gameplay programmeurs, c'est le truc le plus standard, mais il y a aussi engine programmeur, il y a aussi tout ce qui est shader et VFX. Il y a tout ce qui est tech artiste. Vous pouvez soit venir de graphiste et être un peu calé en prog, un minima pour faire des shaders ou des trucs comme ça, soit à l'inverse, être programmeur et être un peu sensible au côté artistique pour faire des effets spéciaux et tout ça. Programmeur IA, programmeur gameplay, programmeur réseau, il y a plein de programmeurs différents. Oui. Et est-ce que vous avez un petit peu la liste des différents langages ou moteurs utilisés principalement par l'école? Alors, l'école, à la limite, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est qui utilise dans les boîtes. Et nous, on essaie de former à ça dans l'école. Donc, à l'école, on forme principalement à... Enfin, on forme principalement. En fait, c'est un master. On considère que vous avez déjà au moins lancé une fois dans votre vie Unity, Unreal et Godot, on va dire, les trois grands moteurs. Voilà. Donc, on va vous former un peu aux trois. Godot, c'est nouveau. Donc, on va essayer de créer un TP Godot pour que vous puissiez être un peu formé à Godot. Mais vous allez vous former principalement pendant les projets, en fait. Donc, il y a un cours d'Unity, un cours d'Unreal. Il n'y a qu'un seul cours d'Unity et qu'un seul cours d'Unreal. Donc, on n'a pas le temps de voir tous les détails. Mais après, dans vos projets, vous allez devoir choisir un moteur pour votre projet. Et là, vous allez manger les problèmes du moteur. En termes de langage de programmation, pour les informaticiens, s'il n'y a qu'un langage que vous devez connaître, c'est le C++. Donc, voilà, c'est le langage de l'informatique du jeu vidéo. C#, c'est utilisé que dans Unity, donc c'est pas très intéressant. En plus, c'est un langage de haut niveau qui gère la mémoire tout seul. C'est moins intéressant. Et puis Unity, il a été développé en C++ et pas en C#. Donc, c'est un langage de script, quoi. Enfin, c'est pas mal C#, hein, j'ai rien contre, mais s'il y a un langage qui vous met en avant, c'est un langage très compliqué, le C++. Hein,
C'est un langage qui vous permet de faire tout ce que vous voulez, mais qui du coup vous permet aussi de faire n'importe quoi, à grande pouvoir, grande responsabilité. Mais bon, c'est le langage du jeu vidéo, le C++. Il faut savoir que le jeu vidéo, contrairement à la plupart des applications que vous lancez sur votre ordinateur, c'est une application qui va utiliser le maximum de ressources de votre ordinateur. Quand vous le lancez, votre ordinateur il chauffe, en général les ventilateurs se mettent en marche. Alors que quand vous lancez Word, en général les ventilateurs se mettent pas en marche. Donc le jeu vidéo, c'est un logiciel qui demande beaucoup de ressources pour tourner et qui du coup, toute optimisation est la bienvenue. Et donc il faut mettre les mains dans bas, parfois assez bas dans le cambouis pour optimiser. Donc c'est très important. Donc voilà, s'il y a un langage que vous devez mettre en avant, c'est le C++. Management de projet. Là aussi, les profils sont assez variés. Bon, il y a pas mal d'écoles de management maintenant, donc pourquoi pas. L'idée, c'est d'avoir des qualités humaines. Hein. Quand vous êtes manager de projet, vous êtes manager d'équipe. Ça veut dire être capable de discuter correctement avec les gens, de les écouter, voilà, de mettre en place quand même des systèmes de décision, parce qu'il faut aussi parfois trancher. C'est pas forcément vous qui tranchez, mais c'est vous qui mettez en place les systèmes pour pouvoir trancher. Ça vous mène à chef de projet, producteur exécutif, donc c'est tous les gens qui supervisent les projets. Vous êtes aussi responsable du budget en général. Donc faut pas être trop, faut savoir faire un tableur Excel, mais bon, ça c'est quand même à la portée de la plupart des gens. Voilà. C'est surtout le caractère humain qui est important. Maintenir la motivation des équipes, tout ça c'est pas facile. Surtout quand les deadlines se rapprochent, que tout le monde est stressé, bref. Pédagogie, c'est une pédagogie par semestre. Donc le premier semestre, c'est-à-dire le Master 1, les 6 premiers mois jusqu'à février, en gros, janvier, on va dire, c'est cours de tronc commun. Vous allez avoir un cours de tout. Tout le monde va faire de l'art, tout le monde va faire de la programmation, tout le monde va faire du management, tout le monde va faire de l'ergonomie. Ok ? Ah oui, c'est ça que j'ai oublié dans l'ergonomie. C'est les responsables de l'accessibilité. Il faut que les jeux soient accessibles à toute la population. Et ça, c'est pas une mince affaire. Donc quand vous avez la vision qui baisse ou qui est moins bonne, ou voire même qui est dégradée, il faut que vous puissiez quand même jouer à certains jeux. Peut-être pas à tous, mais au moins à certains. Au contraire, vous avez une mobilité réduite ou même une défaillance au niveau contrôle moteur. Comment je fais pour que vous puissiez quand même jouer avec vos amis à des jeux vidéo, quoi. Donc ça, c'est très important et c'est les ergonomes qui s'en occupent. Donc semestre en commun, tout le monde fait un peu de tout. L'idée, c'est que vous compreniez les métiers des autres. En fait, vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un si vous ne comprenez pas ce qu'il fait. Donc l'idée, c'est que tout le monde comprenne les métiers de tout le monde, comme ça au moins on part sur une même base et tout le monde peut discuter. Ensuite, semestre 2, vous avez des cours de spécialisation. Donc là, on va vous bourrer le crâne avec des choses spécifiques à votre métier. Donc, vous parlerez, il y a différentes pièces avec chacun des spé, vous pourrez discuter avec tout le monde, ils vous expliqueront les programmes détaillés. Semestre 3, il y a pas mal d'ateliers, il y a encore des cours de spécialisation et pas mal d'ateliers en commun. Là, on est dans la phase d'ouverture d'esprit. On va essayer de vous faire prendre un peu de recul par rapport à votre métier et vous faire d'autres choses pour vous sortir un peu de votre zone de confort et essayer d'incrémenter votre créativité. Et bien sûr, des cours de spé en plus. Et semestre 4, le stage. Il y a un premier projet que vous ferez en M1 en semestre 2, entre mars et juin. Il n'y a pas de temps dédié pour ces projets. Vous le ferez en plus de vos cours. Et en semestre 3, il y a le projet M2, ce qu'on appelle. Et là aussi, il n'y a pas de temps dédié. Enfin, il y a quelques jours de temps en temps, mais globalement, il n'y a pas vraiment de temps dédié. Et vous ferez votre projet de M2. Le projet de M1, c'est une expérience interactive de 10 minutes. Ça peut être n'importe quoi. Et c'est même pas forcément du jeu vidéo. Enfin, digital, ça peut être. Il y a des gens qui avaient fait un jeu avec des cubes en bois une année. Peu importe, pour que ce soit interactif et que ça puisse s'essayer en 10 minutes. Et le projet de M2, c'est une tranche de jeu, une vertical slice qu'on appelle dans le jargon jeu vidéo. C'est-à-dire en gros, vous devez faire une partie d'un jeu, une portion d'un jeu pour essayer de convaincre des investisseurs de financer la suite de votre production. Et vous le présenterez à des spécialistes, à des professionnels. Les deux projets sont présentés à des professionnels. Et enfin, un stage minimum 4 mois, maximum 6 mois, voilà, entre mars et fin août. La loi a changé il y a quelques années, un peu moins de 10 ans. L'assurance ne vous couvre plus. Avant, elle a couvrait toute l'année civile. Donc vous étiez couvert après août. La loi a changé, vous n'êtes plus couvert, c'est en année universitaire maintenant. Donc du coup, à partir de fin août, vous n'êtes plus assuré, donc on ne peut plus vous laisser en stage. C'est une fois encore pas de notre faute. Mais voilà. Alors,
On a beaucoup d'intervenants et d'intervenantes qui sont professionnels, 70%, mais en nombre d'heures, c'est un peu moins. Le reste étant tenu par des enseignants-chercheurs. Oui. Le stage peut être fait n'importe où. À l'étranger, dans n'importe quelle langue, peu importe. Je ne l'ai pas dit, mais le master, la deuxième année de master est en anglais. Tous les cours sont en anglais et tout est en anglais. L'anglais, c'est quand même la langue de l'industrie du jeu vidéo. Hein. Quand vous bosserez, vous serez quasiment obligé. Il y a très peu de gens qui sont dans l'industrie du jeu vidéo qui ne doivent pas parler anglais à un moment ou à un autre de leur carrière. C'est une industrie qui est très internationale. Un jeu doit sortir sur plusieurs marchés pour être rentable. Donc on ne vise pas que le marché de la France. Ça n'existe plus depuis très longtemps. Donc il faut parler anglais. C'est une méthode. Alors l'intervention, ça fait quand même 30% d'intervenants qui sont des enseignants-chercheurs. C'est beaucoup. Donc du coup, vous avez cette double vision, la vision pragmatico-pratique du professionnel qui va vous donner des conseils très terrain, comment faire les choses, comment ils le font, etc., comment ils appliquent ça dans leur studio, et en même temps la vision des enseignants-chercheurs qui ont une vision avec un peu plus de recul, qui se projettent dans le futur, parfois n'importe comment, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de vous ouvrir l'esprit sur qu'est-ce que ça pourrait être demain. Okay, normalement, en faisant vous la moyenne entre ces deux, vous devrez être un professionnel plutôt redoutable. Toute la méthodologie est basée par projet. Donc, en général, quand il y a un cours, il y a un projet qui va avec. Donc, vous devez réaliser des choses. Donc, vous allez réaliser plein de choses pendant ces 2 ans. Et on met l'accent assez fortement sur l'éthique et l'inclusion. Quand vous arriverez, pratiquement pour toutes nos formations, il y a une charte que vous signerez au démarrage, ou même pendant le recrutement, je crois qu'on va le faire cette année, où vous vous engagez à avoir un comportement éthique, c'est-à-dire pas dire du mal de vos petits camarades sur les réseaux sociaux, qui peut dériver assez vite sur du harcèlement. Éviter, même si quelqu'un est en difficulté à côté de vous, éviter de l'enfoncer, essayer de prendre sur soi, c'est pas facile, mais tout le monde doit faire un effort. Bref, tous ces comportements qui font que la société est plus sympa et que vos 2 années seront mieux. Voilà. Donc on essaye de faire en sorte que ça marche. C'est pas toujours facile, mais voilà. En sortie, alors c'est les chiffres 2023, puisqu'on n'a pas les chiffres 2024 encore, enfin 2024-25. Donc ça, c'est les chiffres 2023-24. Donc il y a beaucoup de gens qui sortent du master qui ont du boulot. Le master a une excellente réputation dans l'industrie, et du coup, la plupart de nos étudiants trouvent du boulot derrière. C'est moins vrai avec la crise en ce moment, donc on attend d'avoir les chiffres 24-25, puisqu'ils vont être moins bons. On sait qu'ils seront moins bons, c'est sûr. Voilà. Là encore, n'hésitez pas à aller voir d'autres secteurs si vous cherchez du boulot. Alors les étudiants gagnent beaucoup de prix. Il y en a qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire, mais voilà, c'est des prix assez célèbres quand même. Comment candidater? Donc le lancement est sujet à admission. Le lancement est lundi 16 décembre, donc c'est bientôt. Comment? Ah, 12 décembre, hein, c'est pas corrigé. Ah oui, le slide n'est pas corrigé, pardon. C'est le 12 décembre, oui. C'est-à-dire vendredi prochain. 12, vendredi prochain. Il y a une partie commune dans le dossier créatif qui est commun à quel que soit le parcours sur lequel vous candidatez. Et il y a une partie spécifique en fonction du parcours. Si vous voulez candidater, il est possible de candidater à 2 parcours. Vous pouvez garder la même partie commune pour les 2 candidatures. Par contre, la partie spécifique, évidemment, doit être pour chaque parcours. Il y a un dossier d'inscription assez simple, administrativement assez simple. Il y a une lettre de motivation à faire. La question, c'est pourquoi vous êtes un bon ou une bonne candidate. On s'en fout que vous étiez petit, vous jouiez beaucoup aux jeux vidéo, tout ça. Okay, et on s'en fout pourquoi vous avez choisi notre école. Enfin, ça ne m'intéresse pas, en fait. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est pourquoi nous, on devrait vous choisir vous. C'est ça qui nous intéresse. Donc, bon, la lettre de motivation qui dit depuis tout petit, je joue beaucoup aux jeux vidéo, oui, mais ça, c'est 95% de la population. Donc, ça ne vous met pas vraiment en avant par rapport au reste. Donc, voilà. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un ou une candidate super? Montrez-nous que vous êtes quelqu'un de particulier, curieux, je l'ai déjà dit tout à l'heure, curieux, créatif, qui s'intéresse à plein de choses, que vous êtes ouverte, prêt à discuter avec des gens. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. CV portfolio, donc là aussi c'est pareil, les projets réalisés. Alors quand on candidate au master,
Déjà, quand on candidate dans les licences, on se dit que quelqu'un qui a jamais fait un jeu vidéo de sa vie, quand il est candidate à la licence, c'est quand même déjà mal barré. Mais alors, quand on donne au master, c'est carrément éliminatoire, quoi, hein. Si dans votre portfolio, il n'y a pas un seul jeu vidéo, on se dit, mais qu'est-ce que cette personne a fait? Si vraiment elle adore autant que ça faire les jeux vidéo, qu'est-ce qu'elle a foutu pendant toutes ces années, quoi? Finalement, elle ne doit pas trop aimer ça, sinon elle ferait que ça, quoi. Voilà. Et n'hésitez pas à mettre en avant d'autres expériences techniques, culturelles, peu importe, qui vous mettent en avant. Okay. Et si jamais vous n'avez jamais fait de jeux vidéo, mais montrez-nous des choses que vous avez faites, quoi, qui pourraient mettre que vous êtes particulier, quoi, ou particulière. Ah, par contre, la date de clôture a été, elle, corrigée. Donc la date de clôture, c'est le 20 janvier 2026. Il y a une plateforme qui vous permet, qui va être ouverte, peut-être pas le 12 décembre, mais qui sera ouverte d'ici Noël ou juste en début janvier, dans laquelle vous pourrez déposer vos pièces, vos candidatures, etc. Tout est informatisé. Voilà. Axel, j'ai des questions sur le concours. Allons-y. Donc, est-ce que vous allez expliquer les épreuves de candidature pour le Master JMIN en conception sonore? Donc, peut-être rappeler que c'est commun en partie et ensuite spécifique. Est-il possible de candidater sur 2 parcours en même temps? Et à quel point le portfolio doit être différent entre 2 parcours? Alors, c'est une bonne question. Donc oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut candidater à 2 parcours. On évite de candidater à 5 parcours, hein, c'est vite pénible. Puis on se dit quand même c'est bizarre qu'une personne, un étudiant ou une étudiante puisse avoir les 5 spécialités. C'est quand même assez exceptionnel. Je vous invite à quand même personnaliser les portfolios par rapport au parcours sur lequel vous candidatez. Ce qu'on voit souvent, c'est management, par exemple. C'est souvent des candidats qui peuvent candidater avec une autre technique, un autre parcours technique. Donc on peut avoir management prog, management graph, management, enfin ça se combine assez bien. Pareil pour UX, ça peut se combiner avec d'autres compétences techniques. Donc je vous invite à quand même essayer de personnaliser un peu le portfolio, quitte à en faire qu'un seul et puis à mettre 2 parties, une plutôt sur le premier parcours et une sur le deuxième parcours. Les autres questions, c'était le parcours son. Alors, dans mon souvenir, pas grand-chose n'a changé par rapport à l'année dernière sur la spécialité au parcours son. Donc quand vous candidatez, comme je vous l'ai dit, la première partie du dossier est commune. Donc quel que soit le parcours dans lequel vous candidatez, il faut imaginer un jeu en fonction d'un thème qui vous sera donné le 12 décembre. Et donc du coup, il faut imaginer le jeu que vous pouvez créer à partir de ce thème. C'est l'occasion pour vous de montrer tout ce que je vous ai demandé. Donc soyez créatifs. Franchement, moi, chaque année, je fais les recrutements depuis peut-être 20 ans. Il y a quand même une bonne partie des étudiants qui me sortent le même type de jeu. Alors, c'est jamais exactement le même jeu, hein, mais globalement, c'est quand même le même jeu, quoi. Ça veut dire que bon, ils sont pas trop creusés, quoi. Ça ne n'empêche pas de rentrer, mais c'est mieux d'avoir un jeu original. Vous avez plus de chances de rentrer. Donc, à chaque étape, vous allez être sélectionné. Donc, le gros écrémage se fait sur la première étape. Alors c'est moins vrai pour quand il y a moins de monde, mais quand il y a beaucoup de candidatures, on essaie pour que tous les gens puissent avoir l'esprit libre et puis candidater à autre chose, quoi. On ne va pas les faire les autres étapes si on sait déjà qu'ils n'ont quasiment aucune chance de rentrer. Donc la première étape est décisive. Donc le dossier est dur, hein, c'est pas facile à faire. On estime que c'est une semaine de boulot en gros. Donc c'est pas mal de boulot quand même. Et donc du coup, voilà, donc soyez créatifs, quoi. C'est ça le. Alors, je pose encore des questions. Sur le son, je ne me rappelle plus ce qu'ils demandent en spécialité exacte, mais je crois que ça n'a pas changé cette année. Enfin, il le sera dans une semaine maintenant, mais. Oui, c'était des questions sur les épreuves de candidature spécifiques au son. Ouais, je les ai plus en tête, mais je crois que ça n'a pas changé cette année. Et il pose une autre question. Je suis en LP technique du son et de l'image, parcours design sonore à l'université de Toulon. Faut-il déjà maîtriser les moteurs audio Fmod et Wise avant d'entrer dans la formation? Non, c'est un plus, mais c'est pas obligatoire. Après, si vous pouvez regarder vite fait là et faire 2-3 tutoriels, c'est pas perdu, mais c'est pas obligatoire. J'avais plusieurs questions. Déjà, je voulais savoir pour l'épreuve, donc où vous dites qu'il faut imaginer un jeu. Je voulais savoir pour la conception visuelle jusqu'où ça allait. Est-ce que vous vous attendez à avoir donc de la 3D,
du Game Ready, etc. Alors, ce qu'on demande à tout le monde dans mon souvenir, je vous conseille quand même de regarder le dossier attentivement parce que ça peut changer d'année en année. Il y a une fois, on a eu des candidatures où les personnes n'avaient pas lu, ils avaient répondu au dossier de l'année d'avant. Ils avaient bien compris qu'il y avait un nouveau thème, mais ils n'avaient pas relu les questions qu'on posait. Et c'est un peu dommage parce que chaque année, on essaye d'améliorer un peu les questions. Donc, moi, je connais que la prog puisque c'est ce que j'enseigne. Donc, je connais bien les questions de prog. Mais pour les autres, je les connais un peu moins bien. Mais on ne vous demande pas de développer le jeu. On vous demande d'imaginer. Donc, ce qu'on vous demande, c'est un mood board. Ce qu'on demande à tout le monde pour votre jeu, c'est un mood board. C'est-à-dire, en gros, choper des images pour essayer de dire c'est quoi les inspirations qui inspiraient la partie visuelle de votre jeu. Après, la partie spécifique aux artistes, je ne sais plus ce qu'on demande, mais c'est plus poussé, c'est sûr. Donc, du coup, peut-être quelques designs 3D, je ne sais plus ce qu'on demande, mais... Aussi, je voulais savoir, du coup, pour le portfolio, déjà, quelle est la plateforme où vous demandez donc le portfolio C'est un PDF ou une adresse email, pardon, une adresse web. Ok. Vous pouvez le mettre sur une page web et puis nous envoyer l'adresse dans un doc ou n'importe quoi. Et je voulais savoir à quel point est-ce qu'il fallait qu'il soit général, donc on met de la 2D, de la 3D, donc Cara, environnement, du tradi. Bah, tout ce que vous met en avant. Donc si vous êtes vraiment mauvais en Cara Design, c'est pas la peine de nous mettre les 2-3 essais que vous avez fait. L'idée, c'est de vous faire ressortir, quoi. Donc si vous sentez que vous pouvez nous mettre une espèce de palette de trucs que vous avez fait, puis nous montrer les trucs sur lesquels vous êtes vraiment plus forte, mettre en avant ça. Et aussi, une dernière question, juste, je voulais savoir, du coup, est-ce que les projets, donc, ils sont communs entre les pôles? Les projets sont communs entre les pôles. Le projet M1, vous n'êtes pas obligé d'être dans votre parcours. Bon, en général, les gens le font quand même, mais vous pouvez avoir un autre rôle qui n'est pas celui de votre parcours dans le projet M1. Et dans le projet M2, par contre, vous êtes obligé d'être dans le rôle de votre parcours. Moi, j'ai 2 questions. Du coup, est-ce que vous formez aussi à des jeux transmédia? Et aussi, en termes de matière, est-ce que vous êtes que centré sur le jeu vidéo ou est-ce que vous explorez d'autres domaines qui pourraient servir à la profession? Alors, je vais répondre à la première question, c'est facile. On n'a pas de cours spécifique au transmédia, mais c'est abordé par certains des enseignants. C'était très à la mode en 2012 quand on a créé le Master E, puisque c'était un Master E transmédia au début. Le transmédia, ça veut dire quoi? Média, ça veut dire plusieurs supports. Médium, ça vient de médium, plusieurs supports. Et trans, c'est différent de cross-média. Alors, je vais vous expliquer rapidement la différence. Cross-média, c'est que vous avez une propriété, par exemple Astérix, une propriété intellectuelle, une IP, comme on appelle ça, Astérix. Et vous faites des BD, c'était ça le média au début de l'Astérix. Et puis demain, vous dites, ah, ce serait cool, les BD c'est bien, mais aussi on pourrait en faire des dessins animés. Donc si vous faites simplement la licence et que vous la transposez en dessin animé ou en jeu vidéo, ça s'appelle du cross-média. C'est-à-dire vous prenez votre licence, vous la dupliquez dans un autre média. Quand vous faites du transmédia, c'est un peu plus compliqué. Là, non seulement vous la dupliquez dans un autre média, mais en plus les médias se parlent entre eux. Il y a une espèce de communication entre les médias. Donc peut-être que dans le dessin animé qui va sortir demain, vous allez pouvoir avoir un indice pour avancer dans votre jeu vidéo sur lequel vous êtes en train de jouer, et ainsi de suite. Okay, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. C'était très à la mode. On pensait que ça allait vraiment partir, et en fait, c'est pas parti tant que ça. C'est plutôt du cross-média, ce que font la plupart des gens. Et la deuxième question, qui est plus complexe parce que j'ai pas compris l'ampleur, c'est quoi les matières imaginons tout ce qui peut être anthropologie. Alors non. On aimerait, mais en fait, vous allez vous rendre compte que l'année et demie en master, elle passe vraiment très vite, quoi. Et franchement, c'est long. Enfin, je veux dire, c'est dur, quoi. Il y a beaucoup de boulot, beaucoup de cours, beaucoup de trucs à vous enseigner, et même là, on n'a pas le temps de tout enseigner. Donc on a pas mal d'enseignements qui vont être techniquement, on va survoler les possibilités. Et en fonction de vos projets, ce que vous allez préférer, vous allez vous-même vous spécialiser, puisque vous allez par exemple, je sais pas, développeur réseau. Dans 2 projets, vous allez faire du réseau. Donc vous allez être meilleur développeur réseau. Et du coup, vous aurez ce petit côté développeur réseau, mais vous aurez peut-être fait un peu moins de shaders qu'un autre qui, lui, aurait préféré faire les shaders. Donc l'idée, c'est de vous donner un aperçu de toutes les technos pour que vous sachiez que ça existe. Et en fonction des projets et de vos appétences personnelles, vous allez avoir l'opportunité, au travers des différents projets que vous allez faire, de vous spécialiser vous-même.
Depuis un an, on essaie de mettre en place une base de connaissances. Les profs mettent en place une base de connaissances avec des choses qu'on récupère sur Internet, qui sont plutôt qualitatives et qui vous permettent, vous aussi, d'avoir accès à des choses triées pour vous approfondir vos connaissances. Et en anthropo, non, je ne crois pas qu'on ait de cours d'anthropologie. Merci. Je vous en prie. Alors, est-ce que les jeux analogiques, jeux de plateau, de cartes, de rôle, etc. sont valorisés dans un portfolio au même niveau que les jeux vidéo? Tout à fait, ça dépend de l'aspect. En programmation, forcément, les jeux de société, ça a moins d'intérêt puisqu'il n'y a pas de programmation. Mais que ce soit pour le game design ou pour le graphisme ou pour tous les autres, en effet, c'est aussi valorisé. D'ailleurs, au début, notre semaine d'intégration consistait à fabriquer un jeu de plateau. C'est plus le cas depuis quelques années, mais... Ensuite, les étudiants de BUT peuvent-ils candidater directement au Master JMIN ou faut-il d'abord faire une licence? Normalement, BUT, c'est l'équivalent d'un Bac+3, donc normalement, oui, dans mon souvenir. Quelles sont les chances d'admission au Master d'ergonomie pour un candidat n'ayant pas suivi d'études préalables en psychologie? Et il y a une autre question. Comment ça se passe si on veut faire UI et UX mais qu'on n'a pas fait une formation dans la sociologie et psychologie et qu'on n'a qu'un bachelor généraliste dans le jeu vidéo? C'est une bonne question. Comme on n'a pas 36 000 candidatures dans cette spé, je dirais que vous avez une chance quand même. Mais je vous conseillerais de commencer à lire des bouquins. Il y a d'excellents bouquins, dont un qui a été écrit par notre marraine qui s'appelle Célia Audante, qui était une des marraines de promo du master, qui a participé à la création de Fortnite. Vous connaissez peut-être Fortnite de nom. Et du coup, Fortnite, ça a été sociologiquement, ça a été un challenge puisque c'est un jeu où on joue à plein de joueurs et de joueuses et c'est un free-to-play, donc vous jouez gratuitement en fait. Donc on se dit mais comment ils gagnent leur argent si on joue gratuitement? Et ben dans le jeu, on vous vend des trucs. Alors d'habitude, ce qu'on vend dans le jeu, ça vous donne un avantage dans le jeu, c'est-à-dire que ça vous permet d'être plus fort que votre voisin, etc. Fortnite, c'est un des premiers jeux qui est sorti en free-to-play en disant ce qu'on va vendre dans le jeu, ça n'aura aucun impact sur la puissance du joueur. On prend le pari que les gens sont prêts à acheter des trucs dans le jeu qui seront purement esthétiques. Et ils avaient bien fait leurs études psychologiques parce que ça a marché, c'est ce qui a permis à Epic d'exploser encore plus que... Voilà. Et donc, voilà. Donc, lisez des bouquins en psychologie des jeux vidéo, c'est devenu une science maintenant vraiment documentée. Donc moi, mon conseil, ce serait, c'est vite fait, hein, pendant les quelques semaines, là, ou pendant les vacances de Noël, vous avez le temps de lire un peu. Ça se fait, quoi. Bonjour. Moi, ma question, c'était pour la passerelle avec l'école NAD au Canada. J'avais cru comprendre que les années précédentes, l'échange se faisait en première année, et du coup, il fallait candidater avec le concours pour le JMIN. Maintenant, c'est plus le cas, c'est ça? Alors, c'est plus le cas maintenant. Vous aurez toutes les informations parce que c'est en cours d'être négocié avec le centre NAD. Donc, les informations vont arriver plus détaillées maintenant, mais je crois que maintenant, c'est en deuxième année, en effet, comme le reste. Bonjour. C'est deux questions qui sont plus ou moins liées. C'est est-ce qu'il y a un âge max, entre guillemets, pour tenter le concours et combien de fois, a priori, on pourrait tenter le concours? J'ai pu lire autrefois que c'était max 2 fois. Absolument pas. Ok. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez le tenter autant de fois que vous voulez. Après, on va se rendre compte, nous, que vous le tentez plusieurs fois, parce que, à moins que vous changiez d'identité, de visage, tout ça, entre deux coups, mais sinon, on va s'en rendre compte. Ce qui n'est pas du tout péjoratif pour nous, mais il faut nous montrer que vous avez fait un truc pendant l'année où vous n'êtes pas venu, quoi. C'est-à-dire que si vous nous redéposez le même CV, même portfolio que l'année d'avant, on va se dire, bon, bah, on l'a pas pris l'année d'avant. Après, c'est un concours, vous pouvez espérer que tous les autres soient plus nuls que l'année d'avant, et que du coup, vous soyez devant. Mais c'est quand même un pari assez risqué. Donc, voilà. Le record, c'est quelqu'un qui est rentré au bout de 4 fois, je crois. Si ma mémoire est bonne. Donc, nous, il n'y a pas d'a priori particulier qu'une personne ait passé déjà ou pas le concours. Et l'autre question, c'est l'âge. C'est uniquement une question de tarif, si ma mémoire est bonne. Margot, tu te rappelles les détails? Alors, oui, en fait, après, ça va être inscription en formation initiale ou formation continue. T'es 28 ans, non, c'est ça? Non. Non. Non, mais sinon, c'est lié plutôt au statut, s'ils ont travaillé avant. Ah oui, si vous avez travaillé, vous avez, en fait, vous perdez votre statut d'étudiant et vous n'avez plus le droit de redevenir, enfin, plus le droit. Vous êtes en statut de formation continue. Et à ce moment-là, c'est pas le même prix. Là aussi, c'est l'État qui fixe ça. Mais ça n'empêche pas. On a notre record, ça doit être 42 ans, je crois.
Il y a quelqu'un qui est rentré, qui a eu son master à 44 ans. Je pose juste une question que j'ai vue là. Pour être sélectionné en master programmation, quel est le cursus le plus adapté? Licence info ou but ou autre? On s'en fout de l'école que vous avez faite, pourvu que vous sachiez programmer en C++. Et que vous soyez créatif. On s'en fout complètement. Vous pourriez venir de n'importe quoi, ça n'a pas d'importance pour nous. Donc l'idée, c'est que vous sachiez programmer, que vous ayez déjà fait des jeux vidéo et que vous soyez créatif. Oui, excusez-moi, est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Je n'ai pas bien saisi au sujet de si on a eu une activité professionnelle avant, ça change notre statut vis-à-vis de la formation, c'est ça? Alors, moi, je suis enseignant en informatique, donc si vous me posez une question de C++, je saurais vous répondre, sans doute. Non, je plaisante. En fait, à partir du moment où vous avez bossé, il me semble que vous perdez votre statut de possibilité d'être étudiant, et ça dépend aussi de votre âge. D'accord. Donc le mieux, c'est que quand vous candidatez, vous envoyez un mail directement en disant voilà, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a un impact? Mais ça vous empêche, quoi qu'il arrive, pas de candidater. C'est juste le prix qui va pas être le même. Juste par curiosité, ça change. Enfin, l'échelle de prix est vraiment différente? D'accord. Donc pour ceux qui sont à distance, l'année dernière, c'était 254 € en formation initiale, plus la CVEC, qui est de 100 € je crois à peu près. Et en formation continue, donc si vous ne rentrez pas dans ce cadre-là, c'était 500 € plus la CVEC. Alors au niveau du parcours programmation, c'est quoi le niveau de C++ attendu? Il n'y a pas vraiment de niveau. Déjà, si vous avez fait du C++, c'est déjà pas mal. Après, je sais pas, on pose des questions, genre, est-ce que vous savez ce que c'est que l'arithmétique des pointeurs? Est-ce que vous savez déclarer un pointeur sur fonction? Est-ce que des questions de C++, quoi, qu'on ne rencontre pas dans d'autres langages. Donc, ça va toucher principalement la mémoire, un truc comme ça. Il n'y a pas de questions obscures sur les C++ 20, C++ 2017, C++ 2020, C++ 2024. On s'en fout un peu, mais l'essentiel, c'est que vous compreniez comment on manipule la mémoire. C'est le seul intérêt de ce langage, c'est de vous permettre de manipuler la mémoire, ce que ne permet pas de faire des autres langages. Et donc, du coup, c'est sur ça qu'en général que portent les questions. Sur les design patterns, sur ça peut être multilangage pour le coup. Oui. Pour un portfolio game design, si on a un concept de jeu, pour un jeu avec un vrai gameplay et un jeu avec des images mais pas de gameplay, est-ce que c'est beaucoup plus valorisé ou pas? D'avoir des images? D'avoir un gameplay. Pour game design, ouais, on préfère qu'il y ait un gameplay. Je comprends pas votre question. Un prototype jouable, est-ce que ça sera un prototype jouable. Valorisé. Ça dépend. Une des caractéristiques des game designers, c'est qu'ils doivent faire des documentations. Alors je suis désolé de briser le rêve de certains et certaines qui pensaient que game design c'était purement de l'idéation de jeu. Et game designer, c'est quand même principalement créer des documentations pour les autres. Donc du coup, si vous êtes capable de nous créer une documentation qui explique bien une game design sans avoir le prototype du jeu, c'est encore mieux à mon avis. Après, si vous pouvez vous accoutiner avec un copain ou une copine pour faire le jeu, un proto du jeu, ça montre aussi que vous êtes capable de travailler en équipe, donc c'est pas mal aussi. Et alors si vous faites les deux, c'est encore mieux. Vous avez non seulement un document qui décrit bien, mais en plus un proto. Oui, bonjour. Bonjour. Vous nous avez peu parlé des échanges internationaux de Cologne. En gros, en deuxième année, vous pouvez partir à Cologne. Donc l'idée, c'est que Cologne Game Lab, c'est une formation qui est plus orientée recherche que la nôtre. Ça n'empêche pas de faire une thèse chez nous. On peut faire le Master 2 et faire une thèse après. Mais Cologne Game Lab, c'est plus orienté recherche. Donc il y a un mémoire à produire. Vous allez donner quelques cours aussi en Allemagne. Ça vous force à partir en Allemagne quand même, en général. À Cologne donc. C'est direct en TGV d'Angoulême. Il n'y en a pas beaucoup par jour, mais il y en a au moins un par jour.
Et voilà, donc ça veut dire qu'en gros, à la fin de votre... Il faut nous le dire en M1. Et en M1, à ce moment-là, on vous met en relation avec Cologne. Vous devez choisir un sujet que vous allez commencer à travailler pendant l'été, entre le M1 et le M2, pour rattraper ce que les autres ont fait pendant leur M1 à Cologne. On connaît bien l'équipe qui enseigne à Cologne, ils sont super, donc on sait que vous serez entre de bonnes mains. Et bien sûr, c'est en anglais. Enfin, que vous soyez ici ou la deuxième année, est de toute façon en anglais. Bonjour. Si on est un étudiant porteur de handicap, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un aménagement, genre un tiers-temps pour l'épreuve écrite, par exemple? Tout à fait. Donc je vous invite à nous le signaler au moment des épreuves, parce qu'on ne peut pas forcément le savoir si nous ne l'avez pas dit. Mais en effet, d'abord c'est la loi, donc on n'a pas le choix. Et en plus, on est ravis de vous accorder un temps supplémentaire. Et tous les aménagements que vous aurez besoin. En sachant qu'une fois que vous intégrerez l'école, vous serez mis en relation avec le service handicap du CNAM qui ensuite proposera des aménagements pour votre scolarité. Bonjour, j'aimerais juste reposer une question par rapport au NAD et à la formation un peu spécialisée plutôt narration. Est-ce que c'est intéressant de mettre ça en avant, qu'on a envie de faire de la narration dès les dossiers de candidature pour le IGD, etc. C'est une bonne question, vu que c'est en train d'être changé et que je ne sais pas encore à quelle sauce on va être mangé exactement. Il n'y a pas une présentation spécifique Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous avez fait des choses en narration, de toute façon, il ne faut pas les cacher, ça ne sert à rien. Donc mettez-les. Mettez pas que ça, mais mettez-les. Il y a un truc qu'on n'aime pas trop, nous, c'est les gens qui pensent que faire du jeu vidéo, c'est raconter des histoires. C'est vrai, en partie. Hein, on raconte des histoires quand on fait des jeux vidéo, mais pas que. Sinon, vous devenez auteur et vous écrivez des livres, quoi. Donc, si vous nous montrez que des trucs que vous avez écrits en tant que comme auteur, autrice, c'est moins intéressant pour nous. Donc n'hésitez pas à mettre d'autres choses, des game design que vous auriez fait avec jeux de plateau ou des niveaux du level design, hein, ça fait partie du métier de game designer, donc des niveaux que vous avez pu faire dans d'autres jeux, etc. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. On a peut-être eu la réponse en partie. Je vais revenir au type de licence demandée pour intégrer le master. Est-ce qu'une licence DNMed, en fait, c'est métier de l'art et du design? Est-ce que c'est compatible pour intégrer ensuite le master? Oui, n'importe quel bac plus 3 déjà oui, est compatible. Du moment que c'est bac plus 3. Oui. D'accord. Oui. Après, c'est le portfolio qui va faire la différence, mais en effet. Ok, merci. Et comme pour vous dire à quel point on s'en fiche des écoles, on a pris un expert comptable une fois en programmation. Donc, il se trouve que la personne avait appris à programmer à côté et qu'elle savait très bien programmer, notamment en C++. C'est bon, là, vous avez compris? Non, je plaisante. Mais du coup, c'est pour dire qu'on s'en fiche complètement des écoles. Mais par contre, la loi nous oblige à ce que la personne ait un bac plus 3. Si elle n'a pas de bac plus 3, on peut essayer de s'arranger, mais c'est plus compliqué. Et si ce n'est pas un bac plus 3 public, c'est-à-dire un diplôme privé, là aussi, on a ce qu'on appelle des VES, donc c'est une espèce de validation du diplôme. Ouais, c'est une démarche administrative qui permet de dire que même si vous n'avez pas officiellement un bac plus 3 pour l'État, on considère que pour rentrer dans une formation, vous avez l'équivalent d'un bac plus 3. Ça ne vous donne pas de bac plus 3 de l'État, mais ça vous permet de rentrer dans le master quand même. Oui. Je répéterai la question sinon. Donc pour tout ce qui est validation, donc VES, comment ça se passe exactement? Il y a un dossier à fournir Non, en général, c'est quasiment automatique. Il se trouve que je ne sais pas quelle école vous avez faite, mais quand même, depuis 24 ans, on a la plupart des écoles, on les connaît. Donc vous pouvez venir. Et donc du coup, en général, on sait déjà à l'avance comment ça se passe. Donc normalement, si vous avez un bac plus 3 d'une école correcte, on va dire, c'est quasiment automatique. C'est moi qui remplis les dossiers, c'est quasiment automatique. J'ai deux autres questions. Pour le portfolio, pour la conception sonore, est-ce qu'il faut absolument avoir fait un jeu vidéo où du son à l'image et des fictions sonores suffisent? Alors, une fois encore, je pense que dans le parcours sonore, on n'a pas beaucoup de candidatures. On va dire 2 à 3 fois le quota qu'on veut, donc un peu moins de 20 candidatures.
Donc à mon avis, si vous avez des bonnes audio, des bonnes narrations audio, ça peut le faire. Ce qui est pas mal, c'est de mixer à la fois, soit vous avez des compétences techniques en audio et donc faire pas mal de VFX audio, soit vous êtes compositeur et là nous montrer ce que vous êtes capable de composer. Après, c'est sûr que si vous pouvez nous mettre un truc interactif, c'est un plus, mais voilà, on a pas mal de profils qui n'ont jamais fait d'interactivité. Hein. C'est pas exceptionnel. Et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite s'inscrire en management de projet? Qu'est-ce qu'il devrait mettre dans son portfolio? C'est une bonne question, vu que c'est pas moi qui m'en occupe. Mais en fait, ce qu'on va chercher en management de projet, c'est souligner la façon dont vous êtes capable de gérer des équipes, de gérer un budget. Et donc, du coup, il faut mettre en avant les expériences que vous avez pu vivre dans lesquelles vous avez eu à gérer des équipes. Vous pouvez nous montrer, par exemple, des pitchs. C'est souvent aussi le manager de projet qui pitch. Ça peut être aussi un budget d'un projet. Vous avez un budget virtuel. Parfois, les écoles demandent à faire des budgets sur les projets. Ça peut être simplement des plannings, être capable de dire que vous maîtrisez les plannings ou des méthodes de production, comme des méthodes agiles ou ce genre de choses. Donc mettez en avant des choses, des documentations que vous auriez pu mettre en place pour de la gestion de projet au cours de vos projets étudiants ou autres. Voilà, qui mettraient en avant votre rigueur, vos capacités à encadrer une production, à gérer ces méthodes de production et à les mettre en place. Est-ce que l'expérience professionnelle peut nous avantager pour le concours? Par exemple, j'ai déjà travaillé dans un studio indé et un studio AAA. Je vise le programme management de projet. C'est sûr que si vous avez déjà bossé dans des studios, c'est un plus. C'est pas obligatoire, mais ça va sûrement vous aider, oui. Oui. Après, je vous rassure, hein, tous les gens n'ont pas bossé dans les studios avant de rentrer dans l'engine. C'est pareil, il y a des fois des gens qui rentrent avec déjà un master. Ils refont un deuxième master chez nous. Là aussi, il y a eu des rumeurs à un moment qui couraient comme quoi il fallait déjà avoir un master pour rentrer à l'engine. C'est complètement faux. Il y en a quelques-uns qui ont un master, mais ça reste quand même une minorité. Hein. Je vous rassure. Oui. Deux petites questions. La première, pour le concept de jeu pour le concours, est-ce que l'idée de s'entourer pour les assets qui ne feraient pas partie de notre spécialité est rédhibitoire ou est-ce que c'est plutôt bienvenu? Je dis n'importe quoi, mais prenons un exemple. Je suis informaticien, je fais un concept de jeu, il faut que je fasse un moodboard visuel. Voilà. Vous êtes comme moi, pas de bol, vous savez absolument pas dessiner. À ce moment-là, soit vous allez sur des bases d'images, récolter des images. Alors on va peut-être parler d'IA, c'est peut-être ça que vous avez en tête. Non, je pensais plutôt à des collègues ou à des amis. Vous pouvez demander à des amis de vous aider, puisque ce qui va nous intéresser, vous, en fait, les moodboards sont aussi une occasion pour vous de nous montrer votre culture à vous. C'est-à-dire que si vous allez nous sortir des images de jeux, nous, on va voir d'où les images viennent, et ça va nous intéresser, parce que ça veut dire que vous êtes intéressé à ces jeux-là. Ok ? Donc c'est plus intéressant pour nous que vous alliez chercher des images dans des jeux ou dans d'autres domaines, hein, de la peinture ou j'en sais rien, pour dire que ça... Parce que ça nous permet, nous, de voir votre culture. Ça nous permet de voir que vous êtes ouvert à d'autres choses. Alors que si vous demandez à un ami de décider un truc, ça nous permet de voir que vous avez le bras long, enfin j'exagère un peu, mais ça ne nous permet pas de voir votre culture. Oui, ok. Donc moi, je serais vous, je profiterai de toutes les occasions que vous avez pour nous montrer à quel point vous êtes curieux et créatif. Ok, merci. Et la deuxième question, c'est tout bête, mais est-ce que vous organisez des game jams ou est-ce que vous hostez des game jams Alors, les game jams, un autre sujet intéressant. Donc, dans l'école, il y a une game jam qui s'appelle l'Enjam, qui est organisée chaque année, qui depuis quelques années se fait en semaine et pas le week-end. L'idée, c'est le jeu vidéo étant des métiers passion, les gens ont tendance à y consacrer beaucoup de temps et parfois ça mange sur leur vie privée. Il y a eu pas mal d'articles dans la presse sur des abus qu'il y a pu y avoir de par le passé. Il y en a peut-être toujours, j'en sais rien. Mais on essaie de vous déshabituer de ça et donc on évite d'avoir des événements qui se passent le week-end où vous devez ne pas dormir pour arriver à finir votre jeu. Ça envoie le mauvais message en fait. Donc l'Enjam, elle s'organise en semaine, pendant 3 jours dans la semaine.
Ça se fait sur les heures de cours, quoi. C'est une semaine banalisée. Et est-ce qu'elles sont exclusives aux étudiants de l'Engmin? Alors celle-ci, l'Engam, elle est exclusive aux étudiants de l'Engmin, mais elle mélange toutes les formations. D'accord. Ok. Donc l'idée, c'est de mélanger toutes les formations. On organise souvent la Global Game Jam, puisque on était amis avec l'américaine qui l'a créée. Ok. L'ancien directeur Stéphane était ami avec elle, et donc du coup, depuis le début, on est partenaires. Voilà, mais l'année dernière, elle était que pour les pros, parce qu'on le fait en partenariat avec So Games, le cluster local. Et donc cette année, je ne sais pas ce qu'ils ont décidé encore. Je crois qu'ils ont prévu de le faire, mais je suis pas sûr. Ils ont prévu de le faire, je sais, mais je ne sais pas si c'est que pour les pros ou si c'est ouvert aux étudiants. Ah oui. L'année dernière, ils avaient un pro et un ouais. pas pro, il me semble. D'accord, peut-être. Je croyais que c'était que les pros l'année dernière. Mais effectivement, il y avait un prix particulier une section particulière pour les pros. Nous, on aime bien que ça mélange les pros et les étudiants, parce que ça permet aux étudiants de croiser des pros pour trouver leur stage après ou trouver leur apprentissage, c'est pas perdu. Enfin, c'est trop tard pour l'apprentissage parce que c'est fin janvier, mais c'est pas perdu pour le réseau. Oui, elle arrive. Si dans le cadre de notre formation universitaire, on a écrit un article ou une rédaction sur le sujet théorique du game design ou de la narration, on peut l'ajouter au dossier de candidature. À votre avis? Oui. Gagné. Tout ce qui vous met en avant, c'est rare pour un étudiant d'avoir écrit un article scientifique. Donc clairement, ça va vous distinguer. Après, on va lire l'article. Je peux pas vous dire, j'ai pas lu l'article, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir écrit un article. Donc n'hésitez pas. Oui. Le game design, une fois encore, c'est une science. Hein. C'est pas un doigt mouillé avec qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, quoi. Donc là aussi, il y a des articles, des revues, c'est une science, quoi. Donc ça s'apprend. Donc tout ce qui vous demande de prendre du recul, c'est intéressant. En game designer, vous pouvez faire des critiques de jeu, par exemple. Une critique de jeu, si elle est bien faite, on voit ressortir dans votre critique à quel point vous maîtrisez les enjeux du game design, quoi. Donc si vous avez un blog dans lequel vous faites des analyses de jeu, l'analyse de game design de jeu ou de level design de jeu, ça c'est super, ça nous permet de voir que vous savez prendre du recul. Oui. Alors oui, moi c'est pour le portfolio concernant le projet, le parcours conception visuelle. Si on a des jeux vidéo, mais à quel point les jeux doivent-ils être avancés et complets? Parce que dans le... Ça doit être complet. La partie image doit être avancée et complète. Enfin, je veux dire... La partie... si vous candidatez en image, en conception visuelle, c'est ça qu'on va regarder, nous. Après que le jeu marche pas... Ok. Et est-ce que c'est aussi intéressant de mettre tout ce qui est assets, donc tout ce qui est chara design, décor visuel, si on n'a pas forcément de jeux vidéo? Oui, c'est ce que je dis tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à mettre tout ce que vous avez fait, des cahiers de croquis, un univers que vous avez décrit, visuellement, je veux dire. Ce qu'il faut, c'est que ça vous mette en avant. Donc si vous n'êtes pas super en 3D, mettez quand même quelques modèles 3D parce qu'il faut montrer que vous en faites et que vous n'êtes pas passé à côté du truc. Mais accentuez du coup plus sur les choses où vous êtes plus forte. L'idée, c'est de nous montrer que vous avez à la fois une amplitude sur les outils que vous savez utiliser et qu'il y a un des domaines dans lequel vous êtes meilleur, quoi. Et voilà, c'est ça qu'il faut. On a en gros, on essaye de recruter un tiers de la... Enfin, si mes souvenirs sont bons, vous pourrez aller voir, il y a une pièce par parcours. Donc vous pourrez aller discuter avec les gens des parcours, mais en gros, on essaye de recruter en conception visuelle un tiers de très créatifs, donc les gens qui imaginent des univers qui ne sont pas forcément très techniques, mais qui ont ce côté design, direction artistique un peu ouverte. Un tiers de très technique, où là, c'est des gens qui vont pondre de la 3D de manière très rapide et très efficace. Et un tiers un peu un mélange des deux, des gens qui sont un peu les deux, quoi. Et l'idée, c'est qu'on espère qu'après, pendant les 2 ans, ils vont, par osmose, se passer leurs compétences entre eux. Oui. Juste pour savoir, là c'est pour le parcours programmation. Et en fait, j'ai fait pas mal de jeux justement, mais
qui sont pas du tout libres de droit. Genre par exemple recoder des jeux connus, des trucs comme ça. Et comment vous conseillerez, on va dire, de mettre ça en avant tout en évitant d'avoir des problèmes de droit, copyright ou des choses comme ça? Bah, vous le mettez sur une page qui n'est pas très accessible. Juste ça suffit. Ok. Bah, nous, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est voir le jeu que vous avez fait, que vous avez copié des assets dans un autre jeu. Pour nous, c'est pas un problème. Vous n'allez pas le distribuer, quoi. Ok. Donc, il suffit de le mettre dans une page pas très accessible. Soit c'est une adresse obscure que personne ne va taper au hasard, soit vous le mettez que quelques semaines le temps du concours. Et à mon avis, on n'aura pas le temps de vous attaquer à un procès. Mais surtout, ce qui est important, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand vous mettez au portfolio, ce qui nous intéresse, c'est ce que vous avez fait vous, quoi. Pas ce que vous avez fait en groupe à 10. Ce que vous avez fait en groupe à 10, c'est intéressant, mais il faut nous décrire qu'est-ce que vous avez fait dans le groupe à 10, vous. Parce que vous nous mettez un super jeu, vous étiez 30 à le programmer dans une école, ça arrive, il y a des écoles où ils sont très nombreux pour faire les projets. Bon, bah, c'est super, hein, vous avez pu travailler avec 29 autres personnes sur votre projet de jeu et c'est très sympa. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous avez fait vous. Donc n'hésitez pas à décrire un petit peu. Si vous êtes programmeur en plus, ben, n'hésitez pas à nous donner accès à un Git ou un truc comme ça où on peut aller chercher votre code. Si on a des doutes, on aime bien aller regarder dans le code. On le fait pas pour tout, mais voilà. Donc essayez de bien, pareil pour les graphistes, si vous nous montrez un jeu, si vous faites une page Itch.io, vous connaissez Itch.io, vous faites une page Itch de votre jeu, c'est gratuit, ça vous coûte rien. Vous nous mettez une vidéo du jeu que vous avez fait, c'est super, mais après il faut quelque part ailleurs dans votre portfolio, on voit qu'est-ce que vous avez fait vous, quoi. Soit en tant que graphiste, soit en tant que son, soit en tant que... faut qu'on sache vraiment ce que vous avez fait. Et après, bah, vous pouvez toujours nous baratiner, mais après à l'entretien, la phase finale du recrutement, c'est là où en général on s'aperçoit les gens qui nous ont raconté n'importe quoi. Bonjour. Avec les difficultés que connaît l'industrie à recruter ces dernières années, est-ce que vous avez eu des soucis d'étudiants qui n'ont pas pu valider leur diplôme parce qu'ils n'ont pas eu de stage et qu'ils n'ont pas réussi à en trouver? Alors, oui, et on a un taux de redoublement de dernière année dû au pas de stage qui augmente. C'est dû à 2 facteurs. En effet, l'industrie est plus difficile, mais c'est aussi les étudiants qui sont plus difficiles. Pendant la phase du Covid où l'industrie était au top de son challenge, on avait déjà des redoublements parce que les étudiants veulent des studios très précis ou des typologies de studios très précis. Ça se respecte, hein. Moi je n'ai pas mon mot à dire. Donc les gens préfèrent parfois redoubler. Et alors après, vous pouvez trouver le stage quand vous voulez la deuxième année. Ça vous coûte les frais de réinscription, c'est pas toujours très important, mais vous n'êtes pas obligé de refaire les cours. On est obligé de vous faire redoubler parce que sinon il n'y a pas d'assurance. Je vous rappelais le truc que j'ai dit tout à l'heure, mais sinon vous pouvez trouver le stage quand vous voulez après. Faites attention quand même, il y a un coût psychologique qui n'est pas neutre. Les étudiants sous-estiment parfois ça. Quand ils voient tous leurs collègues partir en stage et qu'eux, ils n'ont pas de stage, c'est pas facile psychologiquement, ça fait stresser. Donc sous-estimez pas ça. Et puis regardez en tête que c'est pas le premier stage qui définit que votre carrière, quoi. Franchement, déjà si vous avez fait un stage, c'est déjà pas mal et ça vous aidera à trouver un boulot. Donc voilà. Après, si vraiment vous voulez pas aller dans une boîte, n'y allez pas. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'est-ce qu'on est censé mettre en avant pour candidater à la filière Game Design. Alors, si vous avez beaucoup de mal, je vous invite à aller dans la classe Game Design. Là, ils vous diront exactement quoi faire exactement. Mais en gros, Game Design, ça doit mettre en avant votre capacité à concevoir des jeux. Donc, si vous avez participé à des créations de jeux de société, si vous avez écrit des règles pour des jeux ou des jeux de rôle ou des jeux de société ou des jeux de vidéo ou écrit des game docs, c'est ça qu'il faut mettre en avant dans votre portfolio. Si vous n'avez pas fait ça, mais que vous avez fait des niveaux dans des jeux qui permettent de modifier les niveaux, ça arrive quand même souvent, il y a pas mal de jeux qui permettent de faire ça, à ce moment-là, vous pouvez nous mettre ces nouveaux niveaux que vous avez faits et nous expliquer pourquoi ils sont bons. Il ne suffit pas de nous mettre 10 000 niveaux, pourquoi vous avez fait ça plutôt que ça, pourquoi. C'est l'analyse qu'on veut, c'est votre capacité de réflexion et de recul sur ce que vous avez vu. Et le dernier point, vous pouvez nous mettre des analyses de jeux. C'est-à-dire vous dites ce jeu-là, le gameplay n'est pas bon, pourquoi? Ou au contraire, le gameplay est super, pourquoi? Et ça nous dit, ah bah cette personne, en fait, c'est pas simplement, c'est comme quand vous allez dans un musée, quoi. Vous voyez une toile, il y a des gens qui disent, bah ouais, c'est beau, c'est pas beau. Ça, c'est le niveau 0. Et puis après, il y a les gens qui sont capables d'analyser parce qu'ils connaissent l'histoire, ils connaissent les artistes, ils connaissent le type de pinceau, les peintures, les techniques, etc. Et donc, ils sont capables d'avoir des analyses plus profondes. C'est exactement ça qu'on vous demande. Donc, tout ce qui nous permet, nous, de juger de votre capacité à analyser des jeux et à avoir tiré d'un jeu qu'est-ce qui fait qu'il est bien ou pas bien, que le gameplay est équilibré, pas équilibré, trop dur, pas assez facile, pas assez dur,
etc., que la progression est trop directe, que la courbe de ressenti par le joueur est pas bonne. Donc ça, c'est ça qui nous fait... Enfin, qui fait voir que vous êtes quelqu'un qui s'est intéressé vraiment au game design, quoi. Merci beaucoup. Je sais pas où on en est au niveau du temps, mais... Ah, on est très en retard. Juste pour préciser, donc si vous êtes là dans votre 3e année de licence et que vous n'avez pas encore validé votre licence, oui, vous pouvez candidater au master, voilà, que vous intégrerez quand vous aurez terminé votre année de licence et que vous aurez obtenu votre diplôme en 2026. Ouais, c'est tout à fait normal, ça. Voilà. Si jamais vous n'avez pas votre licence, alors là, on aura un problème. Mais on verra en temps voulu. Et les problèmes sont réglés au cas par cas, ce genre de problème. Ça dépend ce qui fait que vous n'avez pas eu votre licence, ça dépend de... Bref, vaut mieux avoir votre licence quand même. Et un rappel par rapport au portfolio, donc oui, vous pouvez insérer un lien externe avec toutes vos créations, etc. Si c'est trop lourd, il n'y a pas de souci. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non, donc on va passer à l'autre présentation. Donc vous pouvez, on vous invite à aller dans les différentes salles. Les gens sont répartis suivant les spécialités. Vous pourrez leur poser les questions que vous souhaitez. Et nous avons également un Discord recrutement sur lequel vous pouvez poser vos questions et ce sont les élèves qui répondent.